Entre de nouvelles informations sur les projets de réutilisation de fusées chinoises, des cryovolcans sur les planètes naines Eris et Makemake découverts par James Webb, un drame frôlé en orbite, le programme spatial indien, un atterrisseur lunaire qui s'est éteint pour la seconde fois, et encore quelques autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que les actualités spatiales de ces derniers jours auront été incroyablement riches et diversifiées, même si souvent éclipsées par le troisième vol du Starship de SpaceX. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revenir en images sur les dernières actualités spatiales, avec quelques jours de retard grâce au Starship, et de vous en résumer l'essentiel du plus passionnant. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, sachez aussi que si vous désirez soutenir la chaîne et envisager quelques achats via Astroshop, vous pouvez toujours passer par le lien dans la description pour soutenir la chaîne gratuitement. Sur ce, pour commencer, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de nous diriger vers notre satellite. En effet, j'en parlais il y a quelques semaines, mais on avait appris le 26 février le réveil assez inattendu de l'atterrisseur japonais Slim, qui n'était pas conçu pour survivre à la nuit lunaire. Ce réveil inattendu nous a ainsi permis d'obtenir de nouvelles images de notre satellite, en plus de permettre aux instruments de l'atterrisseur de récolter de nouvelles données sur son environnement. Malheureusement, Slim est toujours dans la mauvaise position dans laquelle il s'est posé suite à la destruction d'un de ses deux moteurs, et, faute de pouvoir décemment s'alimenter en énergie via ses panneaux solaires, ce réveil a été d'assez courte durée. On apprenait ainsi le 2 mars que l'atterrisseur était à nouveau éteint alors que le soleil se couche sur son site d'atterrissage. Les nuits et les journées lunaires durant chacune 2 semaines, il faut donc maintenant attendre la fin du mois de mars pour espérer un nouveau réveil de l'atterrisseur, réveil qui deviendra de plus en plus improbable au fur et à mesure des nuits lunaires, nuits où le froid glacial met à rude épreuve l'électronique de l'atterrisseur non conçu pour se réchauffer. Mais ces derniers jours, on allait aussi avoir l'occasion de reparler des deux planètes naines Makemake et Eris. D'un diamètre de 1400 km pour Makemake et d'environ 2300 pour Eris, soit environ autant que les 2400 km de sa sœur Pluton, les planètes font toutes deux partie de la ceinture de Kuiper. D'ailleurs, à ce sujet, le petit astronome a sorti une excellente vidéo sur la falaise de Kuiper et la ceinture en général, et pour ceux qui voudraient approfondir, je vous mets le lien en écran de fin. Mais bref. Des observations réalisées avec le télescope spatial James Webb ont montré, selon une récente publication, des évidences de dépôts de méthane relativement récents à leur surface. Si, à cette distance du Soleil, les petites planètes ont des températures de surface tournant autour des moins 220 degrés Celsius, ces dépôts montrent une chose. Ils sont en effet relativement jeunes à l'échelle des temps géologiques et prouvent que ces petits corps glacés sont pourtant, et même si c'est très faiblement, encore géologiquement actifs de nos jours. Si bien évidemment parler avec des certitudes est compliqué dans ce cas-ci, cela semble en tout cas prouver que, même aux confins de notre système solaire, ces objets sont loin d'être des boules de glace mortes et inertes. Et l'étude de leur géologie, même à des milliards de kilomètres de chez nous, peut à la fois nous aider à mieux comprendre Pluton ou encore, bien plus près de nous, des objets comme la lune saturnienne Titan, elle aussi riche en méthane, même si elle est aussi radicalement différente et bien plus proche. Mais bref, je crois que je reparlerai encore bientôt de ces sujets, car dans un autre registre, le 29 février, c'est Boeing qui allait communiquer sur un événement assez attendu, le prochain vol de la capsule CST-100 Starliner qui sera son premier vol habité vers l'ISS, et ce après bien des déboires. On apprenait ainsi que la capsule était désormais presque entièrement chargée des ressources qui seront emmenées vers la Station Spatiale Internationale, et prête à terminer ses préparatifs avant un lancement attendu, on l'espère, pour le mois d'avril. Toujours en parlant de vol spatial habité, ce 23 février, l'Inde présentait ses 4 premiers astronautes sélectionnés et tous membres de l'armée de l'air. Si tout se passe bien et qu'aucun retard ne survient, 3 d'entre eux devraient s'envoler en 2025 lors du premier vol habité de la capsule spatiale Gaganyaan, et un autre devrait décoller via un lanceur américain pour rejoindre l'ISS à l'avenir. Mais, j'en parlais en introduction il y a quelques jours, un probable drame a aussi été frôlé. La mission américaine Times, lancée en 2001, est dédiée à l'étude des hautes couches de l'atmosphère terrestre que sont la mésosphère, la thermosphère et l'ionosphère et qui étudie l'impact du Soleil et de l'activité humaine sur ces dernières, a en effet été frôlée à moins de 20 mètres par un satellite russe hors service. Et ça illustre toute la problématique des débris spatiaux. Si les deux satellites s'étaient entrechoqués de front, ce sont entre 2000 et 7000 débris qui auraient été créés contre 12 000 connus actuellement.
Bon, dans les faits, le simple fait que deux de leurs panneaux solaires entrent en collision en aurait déjà créé pas mal, et les collisions parfaites sont très improbables, donc la catastrophe n'aurait probablement pas été énorme, mais ces presque catastrophes, qui deviennent de plus en plus régulières, risquent de créer encore plus de débris si un jour elles se produisent, débris qui en créeront à leur tour encore plus en détruisant des satellites, et ainsi de suite. Si la problématique des débris spatiaux est encore très loin d'être insurmontable, cet événement évité le 28 février est l'exemple même de la problématique. Mais pour changer de sujet, ces derniers jours allaient aussi être l'occasion de reparler des échantillons martiens. En effet, du côté européen, le ESA communiquait récemment sur les avancées du bras robotisé, qui permettra de ramasser les tubes d'échantillons déposés par Perseverance sur Mars, et ce bras semble justement avancer assez bien. Bien que le lancement de la mission de retour d'échantillons martiens conjointe entre la NASA et le ESA est prévu pour 2030, soit encore loin d'être lancé, tant pour des raisons techniques que de financement du côté américain, et que quelques années de retard ne sont pas à exclure, c'est toujours positif de voir ce genre de programme avancer. D'ailleurs, en parlant d'avancée, on allait aussi avoir droit à de nouvelles informations sur les plans de l'agence spatiale chinoise pour la réutilisation de leur lanceur Longue Marche 10A, version dérivée du lanceur lourd et dédié au vol lunaire habité Longue Marche 10. Cette version, qui en étant réutilisée sera capable de placer 14 tonnes en orbite basse, devrait revenir se poser sur une barge en mer à la façon des Falcon 9, mais avec une subtilité. Ce sont en effet des câbles qui devront attraper le lanceur avant qu'il ne touche le sol, permettant de se passer des lourds et complexes pieds d'atterrissage de la Falcon 9, qui sont aussi à possible point de rupture en cas d'incident non négligeable, récupération qui se fera donc de façon un peu comparable au premier plan envisagé pour le Starship. Mais, mi-février, on allait aussi avoir droit à un autre sujet intéressant. L'annonce de la découverte, grâce au défunt télescope aéroporté SOFIA, programme arrêté à la fin de 2022, de traces d'eau à la surface de deux astéroïdes. Découverte pour la première fois et en plus en quantité comparable à la Lune, ce qui est assez attendu, cette eau permet de prouver que certains astéroïdes du système solaire interne réussissent à mieux garder leur eau que ce qui était alors estimé, et ça peut aider à mieux comprendre la distribution de l'eau dans les astéroïdes. Or, sachant que ce sont ces mêmes astéroïdes qui ont permis à la Terre de disposer de suffisamment d'eau pour abriter la vie, c'est un sujet particulièrement intéressant et important pour comprendre nos origines. Enfin, on notera que le 24 février, l'entreprise américaine Scaled Composites utilisait une nouvelle fois son avion Stratolaunch pour un vol captif du prototype de véhicule hypersonique Talon A, qui permettra notamment d'être une plateforme de test pour différents composants de véhicules hypersoniques, notamment exploités en partenariat avec la défense américaine. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le 9 mars, Talon A allait réaliser son premier vol d'essai avec son moteur allumé, le rapprochant un peu plus de son exploitation commerciale. Car, comme je le disais, le véhicule est dédié à devenir une plateforme de test pour des systèmes liés aux véhicules hypersoniques et leur développement, plaçant le petit véhicule de Stratolaunch de 8,5 mètres de long et 3,4 de large dans un créneau commercial assez unique en son genre, mais qui ne relève pas directement du spatial non plus. Même si le véhicule et l'entreprise derrière n'en sont pas moins intéressants. Mais ça, je crois qu'on en reparlera encore d'ici quelques temps. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.